Il fut un temps où le numéro 10 marchait au centre du monde. Le ballon semblait lui obéir, les défenseurs s'écartaient comme par magie, et chaque passe devenait un souffle, chaque dribble un poème. Le stade retenait son souffle à chacun de ses gestes, parce que le jeu, à lui seul, devenait vivant. Aujourd'hui, le temps a changé le rythme, le terrain s'est étendu, le jeu s'est accéléré. Le créateur ne peut plus rester immobile, suspendu dans l'espace. Il court, presse, défend, organise, mais quelque chose de cette magie persiste encore. Alors qu'est devenu ce maître du jeu ? Qui aujourd'hui sur les terrains invente, crée, fait danser la balle comme avant? Le numéro 10 était roi, et le roi n'est pas mort, il a simplement changé, alors vive le roi. Here's Hogg! Deeney! Alors aujourd'hui, on va pas se pencher sur la transformation des numéros 10 ces dernières années, mais plutôt essayer de comprendre aujourd'hui qui tient ce rôle, qui invente sur le terrain, quelles sont les qualités d'un milieu offensif ou d'un milieu relayeur créatif, et comment il doit jouer et s'insérer dans le collectif. Le plus important quand on parle d'un créateur, c'est évidemment son meilleur ami, le ballon, et on va donc commencer par parler de l'aspect technique. C'est sa principale qualité, il est très à l'aise balle au pied et ça inclut plusieurs choses, à commencer par le contrôle du ballon. La première touche de balle est déterminante dans le foot et encore plus à son poste, lui qui se retrouve souvent dans une densité de joueurs et qui doit tout faire plus vite que les autres. La maîtrise de balle dans un sens général, le bon choix du pied, la bonne zone de pied, l'orientation du contrôle influent sur tout ce qui va suivre derrière. Il doit donc avoir la capacité technique de se mettre rapidement dans les bonnes conditions par le contrôle pour enchaîner derrière. Parce que comme le disait un grand homme, Le contrôle dans le football. Contrôle plat du pied, contrôle extérieur du pied, contrôle poitrine, contrôle... C'est la chose la plus importante dans le football parce que c'est ce qui te permet d'enchaîner le jeu derrière, quoi. Hop là, et j'enchaîne. Après t'es face au jeu et c'est plus facile. Et si tu peux, sur un contrôle comme ça, éliminer ton adversaire direct, après tu as tout le jeu devant toi, donc là tu es vraiment efficace. c'est vital parce que c'est ce qui va déterminer la suite de l'action. Il y a un timing parfait à trouver entre lui et le ballon, les adversaires autour, les déplacements offensifs de ses coéquipiers et les déplacements défensifs des adversaires. Et au-delà de permettre de fluidifier le jeu, le contrôle ça permet de faire une différence sur son vis-à-vis, d'éliminer un adversaire, de débloquer une position stérile. Une fois le contrôle fait, il n'y a pas de règle sur le nombre de touches de balle. Par exemple sur la miniature de cette vidéo, Pedri et Cherki sont des joueurs qui gardent plus longtemps le ballon pour se donner le temps de trouver l'espace et faire le bon choix, là où par exemple De Bruyne a une tendance à lâcher plus rapidement le ballon. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le contrôle c'est se faciliter la vie, se donner le temps, notamment pour faire la bonne passe et bien la faire. Et là on entre dans un autre critère ultra important pour ce poste, c'est la passe. En complément du contrôle, il doit être capable de jouer vite, souvent en une touche, deux maximum pour déséquilibrer le bloc adverse, parce que statistiquement, le créateur c'est pas le joueur qui touche le plus de ballons. Par contre, la différence avec les autres, c'est la qualité de chaque touche. Comme on le voit sur cette image, PubMed a fait une étude sur les difficultés des passes en créant 3 catégories différentes. Il est clair que plus les passes sont compliquées, plus elles ont un pourcentage faible de réussite. Et c'est là que les créateurs de top niveau font toute la différence. Le créateur, par ses qualités, se doit d'être celui qui réussit ce genre de passe difficile et donc va être beaucoup plus jugé sur la qualité de ses passes plutôt que sur la quantité. Autrement dit, ce qui distingue un top 10, c'est sa capacité à réussir les passes les plus risquées, celles qui cassent une ligne ou changent le tempo du jeu, tout en gardant à l'esprit qu'il est constamment sous pression. Mais il existe aujourd'hui les expected passes qui estiment la probabilité de réussite de chaque passe selon la distance, l'angle et la pression adverse. Par exemple, un joueur moyen va avoir comme premier réflexe d'évaluer le risque de réussite ou de difficulté de passe, là où un joueur d'élite va avoir comme élément de décision l'opportunité de la passe. Donc la qualité technique est la pierre angulaire de tout ça, et les études montrent que les grands créateurs prennent plus de risques, mais les réussissent mieux aussi. En somme, ce qui définit un vrai numéro 10, c'est pas seulement sa précision, mais sa lucidité dans la difficulté, savoir comment le contrôler, combien de touches il va devoir faire, et quelle passe va faire basculer l'action. Alors oui, parfois l'opportunité ne se présente pas, c'est refermé ou le coup a été mal calculé. Et c'est là par exemple que peut intervenir une troisième qualité qui vient fermer ce chapitre, la qualité de dribble. Petite pause fraîcheur dans la vidéo. Si t'apprécies le contenu, je te laisse s'abonner, liker, partager également l'espace commentaire. N'hésite pas à me faire des retours sur la vidéo. Je te mets aussi tous les réseaux sociaux juste ici. N'hésite pas à aller me suivre partout. Comme je dis à chaque fois, j'essaye de varier un petit peu le contenu par rapport aux vidéos YouTube. Donc n'hésite pas. Et sur ce, on peut continuer. Le dribble avant toute chose, c'est un moyen de sortir d'une situation, de faire une différence, de créer de l'espace. Je le répète encore une fois parce que c'est vraiment une donnée qui définit complètement les attentes vis-à-vis de lui par rapport à ce poste-là. Dans une zone du terrain restreinte, très dense, en sous-nombre, sa précision et sa qualité technique vont lui permettre de sortir du lot. Pas besoin de gris-gris ou de choses inutiles. Lui, ce qu'on lui demande, c'est de faire la différence dans la simplicité. Étant donné qu'il est pleinement dans l'axe du terrain, il a la chance d'avoir la possibilité de partir ou de faire la passe de chaque côté. Donc pour le défenseur, c'est complètement un inconvénient. Et un geste simple pour le déséquilibrer, lui faire croire que l'obliger à décider de partir d'un côté en premier peut entièrement suffire à faire la différence. En fait, le dribble, c'est un moyen pour lui de compenser ce qu'il n'a pas maîtrisé dans son action, mais ça reste une qualité primordiale pour lui parce qu'il va forcément se retrouver dans une situation où la meilleure solution sera d'aller dribbler
son adversaire. Et un 10 qui ne sait pas dribbler, ça revient à compter systématiquement sur le fait qu'il réussisse tous ses contrôles, que ses partenaires font toujours les appels au bon moment et que les adversaires lui laissent toujours de l'espace. Et ça n'existe pas. Déjà, on va commencer par définir son rôle pour mieux comprendre comment il doit jouer. Le numéro 10 interprète l'espace pour créer le jeu et les occasions. Ça veut dire concrètement qu'il doit comprendre les espaces où il doit se situer pour demander le ballon. Ça passe par analyser les positionnements et déplacements de ses adversaires et de ses coéquipiers. Et pour ça, il faut déjà définir où il doit bouger et à qui il va devoir se frotter. Déjà, voilà où se situe sa zone de déplacement. Elle commence derrière la zone des milieux les plus offensifs et se termine au niveau des défenseurs les plus reculés. Et sur la largeur, c'est 100% jouable pour lui. Pourquoi cette zone? Parce que son rôle, c'est de créer les occasions, donc d'être celui qui fait la dernière passe, ou alors la passe qui fait basculer l'action dans une occasion de but. Maintenant qu'on sait ça, la question c'est où se placer. Et pour ça, je vais te donner plusieurs exemples de situations différentes. La première situation, c'est si l'adversaire joue avec un seul 6. Déjà, ça veut dire que ça va être le jeu du chat et de la souris pendant tout le match. Là où le 6 a comme devoir principal de défendre l'axe du terrain, le 10 va justement devoir lui imposer un dilemme. Défendre sa zone en rouge ou son vis-à-vis qui va aller chercher dans les zones en vert. Un seul adversaire sur le dos, 3 zones pour demander la balle, créer l'espace, déstructurer l'organisation défensive adverse. C'est peut-être la meilleure configuration pour qu'un 10 soit épanoui. Maintenant, face à deux milieux défensifs, on va retrouver à peu près les mêmes intentions avec un problème, c'est qu'ils sont maintenant deux. Ça veut dire qu'ils peuvent chacun se responsabiliser sur une moitié d'axe pour mieux gérer les zones, donc qui vont être plus promptes à suivre ses déplacements. Et c'est là où le 10 va devoir compter sur l'aide de ces deux milieux, pour soit proposer plus haut et donc obliger un des 6 adverses à venir s'occuper de lui et laisser son 10 en 1 contre 1, soit faire sortir l'un des deux, l'attirer pour lui libérer une zone et le laisser demander dans l'espace. Si je dois résumer, le 10 doit constamment être en mouvement derrière les milieux pour créer l'incertitude, pour surgir et aller chercher l'espace vide ou le créer s'il n'existe pas. Et si des jeunes ou des moins jeunes regardent cette vidéo, dites-vous que vous devez toujours appliquer l'un de ces deux théorèmes qui est le pur fruit de mon invention. Le premier, c'est le théorème des deux rectangles. C'est d'alterner entre ces deux rectangles pour aller manger l'espace, s'écarter des adversaires et recevoir le ballon, ce qui permet aussi de venir apporter le surnombre sur le côté, faire un 1-2 avec l'ailier, jouer en triangle ou alors libérer l'espace pour un milieu qui vient s'insérer dans le rectangle ici qui interprète le nouvel espace à prendre. Mais le plus compliqué à gérer, c'est la deuxième solution, façade de 6. Et ça, c'est le théorème du trapèze quand il y a deux milieux défensifs. Où là, forcément, il y a moins d'espace alors que c'est spécifiquement ce dont a besoin le numéro 10. Là, il va falloir être plus malin, plus juste techniquement, plus rapide. Bref, c'est le niveau supérieur. Donc là, c'est toujours être dans les triangles jaunes, les demi-espaces, parce que c'est toujours l'entre-deux pour les adversaires. Puisque c'est la zone à personne et en même temps à plusieurs joueurs, ça laisse l'espace aux autres milieux de jouer plus haut et donc de forcer les 2-6 à sortir. Donc quoi qu'il arrive, l'un des deux est gagnant. Et la zone la plus dangereuse est l'axe du terrain, dessiné par ce carré rouge, parce que si votre 10 reçoit le ballon ici, plein axe, c'est danger immédiat. Et similairement aux deux triangles, il y a la possibilité de bénéficier d'un flou sur le marquage en zone et de compter sur une mauvaise communication ou une incompréhension sur qui s'occupe de lui. Maintenant qu'on sait où se placer et se déplacer, il y a un autre aspect tactique qui va compléter sa compréhension et son interprétation du jeu, c'est de savoir faire les bons choix au bon moment. Parce que ce qu'on attend de lui, c'est un condensé de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et lui seul peut le faire. C'est lui qui donne la direction à chaque action et cette responsabilité, elle passe avant tout par la prise d'information. Avant même de recevoir le ballon, il doit déjà savoir où sont ses partenaires, les adversaires, les espaces libres. En un coup d'œil, il doit être capable d'identifier plusieurs options, d'en éliminer certaines et d'en garder qu'une seule. Et ce choix, il ne dépend pas uniquement de la technique, mais surtout du contexte de l'action. S'il attend de recevoir le ballon pour regarder, c'est déjà trop tard. Le temps qu'il lève la tête, la situation aura changé et les solutions auront disparu. C'est là où il va apporter à l'équipe. C'est qu'il ne subit pas, il crée, anticipe, choisit. Parce qu'au moment où il reçoit le ballon, il n'a plus le temps de réfléchir. Il a juste le temps d'exécuter ce qu'il a décidé. Et si la question c'est de savoir si un joueur prend suffisamment d'informations, et je vous propose d'écouter Arsène Wenger. Et si on analysait ce qui se passe avant la réception du ballon, j'ai fait faire une étude avec une université norvégienne qui faisait leur doctorat là-dessus. On a placé des caméras sur les toits et on a analysé leur capacité de scanner, c'est-à-dire que font les bons joueurs avant de recevoir la balle. Et surtout, combien de fois contrôlent-ils leur environnement dans les 10 secondes précédant la réception du ballon. On a eu des découvertes très intéressantes parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, les très bons joueurs scannaient entre 6 à 8 fois avant de recevoir la balle. C'est quand même déjà du très très haut niveau, la première ligue. Et que les joueurs moins bons scannaient 4 à 6 fois dans les 10 secondes qui précédaient la réception du ballon. On va maintenant évoquer l'aspect mental, qui va être le dernier chapitre de cette vidéo. Il y a des choses à dire. On va commencer par le sang-froid, et c'est assez paradoxal parce qu'il joue dans la tempête, mais c'est son calme et sa maîtrise qui vont lui permettre de faire preuve d'une extrême lucidité pour choisir la meilleure option. Sachant que les occasions vont venir de lui, il doit contrôler la pression par un calme primordial pour ne pas paniquer au moment voulu. Et c'est ce calme qui permet l'inspiration, parce qu'un 10 ne crée pas dans la panique. C'est une fois que son environnement est scanné, appréhendé et contrôlé, que son cerveau peut s'occuper de la créativité et de l'inspiration, et c'est vital à son poste pour surprendre et contrecarrer l'organisation défensive adverse. C'est une lecture du jeu différente,
réponse presque instinctive, nourrie par tout ce qu'il a observé avant. Le créateur, il a besoin d'une concentration constante, parce que chaque action, mouvement, espace, appel est une occasion de remplir ce rôle. Lui qui joue dans le détail, la précision, et surtout vit grâce à l'opportunité, ne peut pas se permettre de manquer de concentration, parce que la moindre distraction peut être synonyme d'action ratée. Parce que le vrai numéro 10, c'est pas celui qui brille seul, c'est celui qui fait briller les autres. Le sens du collectif, c'est ce qui l'anime et c'est ce qui fait de lui un joueur important. Savoir quand garder, quand donner, quand s'effacer pour qu'un autre soit en meilleure position, c'est ce qu'il est censé incarner dans le collectif. En fait, le numéro 10, c'est pas un poste, c'est un état d'esprit, celui de comprendre, créer, décider et surtout jouer, mais pour les autres. Maintenant qu'on a décortiqué toutes ces qualités, quel est le joueur actuel qui représente le plus tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que tu regrettes les 10 à l'ancienne ou au contraire tu préfères les profils d'aujourd'hui? Et surtout, c'est quoi pour toi la qualité numéro 1 d'un vrai numéro 10? Je te laisse donner ton avis en commentaire, ça m'intéresse et je me ferai un plaisir d'y répondre. Si t'as aimé la vidéo, je te laisse liker, t'abonner, partager. C'est un petit coup de pouce qui m'aiderait grandement. Également, je les remets juste ici, tous les réseaux sociaux. N'hésite pas à venir me suivre partout. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et sur ce, n'oubliez jamais, le foot avec les pieds, c'est bien, mais avec la tête, c'est mieux.